Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'un genre un peu particulier sur ma chaîne YouTube puisqu'il va s'agir d'une réponse que je vais faire à Laurent Wauquiez qui a lui-même publié sur sa propre chaîne YouTube une vidéo qui parle d'immigration et d'insécurité en faisant évidemment un lien entre les deux sans jamais vraiment le dire mais en sous-entendant un certain nombre de choses et surtout en disant un grand nombre d'éléments qui sont faux, qui sont inexacts, qui sont approximatifs, qui se contredisent entre eux. Bref, en disant en l'espace de 10 minutes beaucoup de bêtises sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Je me suis donc dit que puisqu'il se donnait la peine de faire une vidéo sur sa chaîne YouTube, que j'allais lui répondre sur la mienne pour donner des arguments à celles et ceux qui suivent mes vidéos, qui suivent pas forcément les vidéos de Laurent Wauquiez, mais qui peut-être, dans les repas de Noël par exemple, entendront un certain nombre de choses que Monsieur Wauquiez dit dans sa chaîne YouTube, et ça vous donnera des éléments pour répondre lors des repas de famille où vous entendez quelqu'un qui raconte un peu des bêtises comme Laurent Wauquiez. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Sachez que moi, toutes les semaines, le samedi à 9h30, je publie sur ma chaîne YouTube l'actu politique de la semaine, c'est-à-dire je fais un peu le bilan de ce qui m'a intéressé dans l'actu politique de la semaine. Mais là, j'ai souhaité faire une vidéo séparée parce que les sujets d'immigration et de sécurité, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'estime qu'il faut pouvoir apporter une réponse de gauche parce que sur la scène médiatique, finalement, on n'entend que les positions de la droite et de l'extrême droite. Et ben, dans cette vidéo, vous allez entendre des positions de gauche sur le sujet avec des éléments qui contredisent ce que disent sans arrêt la droite et l'extrême droite. Alors, on va commencer. Sans plus attendre, le plus simple, c'est qu'on se passe la vidéo de Laurent Wauquiez, puis point par point, je vous donnerai des éléments pour répondre à ce que dit Laurent Wauquiez. Allez, on commence. Donc c'est une vidéo sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Sécurité et immigration, en finir avec l'impuissance. Alors regardez, vous allez voir, c'est tonitruant comme tout, mais on se regarde ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de référendum en France sur l'immigration? Pourquoi est-ce que chaque année, on accueille l'équivalent de la ville de Toulouse en nombre d'étrangers? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, chez nous, de reconduire dans son pays un terroriste étranger? Qu'est-ce qui bloque? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut changer pour reprendre la main sur la situation? La première... Bon déjà c'est parti, vous voyez sur les chapeaux de roue, mais vous allez voir, il va détailler ce qu'il raconte dans cette introduction. Déjà dans l'introduction, j'imagine qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui font: «Ouh là, qu'est-ce qu'il raconte celui-ci?» Mais vous allez voir, il détaille ensuite. Alors la première partie s'appelle «Les chiffres sont accablants». Vous voyez dans le sommaire, les chiffres sont accablants. Alors on va parler de ces chiffres et je vais répondre sur les chiffres qu'il donne. Première chose, d'abord les chiffres. Les chiffres, ils sont accablants. Et ils sont surtout en très forte hausse. On a à peu près accueilli aux alentours de 330 000 titres de séjour. On a eu aux alentours de 150 000 demandes d'asile. Ça signifie que chaque année, la France accueille en étranger l'équivalent de la ville de Toulouse. Et encore avec ces chiffres, on sous-estime tout ce qui est évidemment l'immigration clandestine, irrégulière, non déclarée. Bon, je m'épose, mais clandestine, irrégulière, non déclarée, vous voyez qu'il utilise 3 fois le même mot pour dire la même chose. Donc sa première idée, c'est en gros, il y aurait un problème avec le nombre de titres de séjour qui sont donnés chaque année. Mais ce que vous dit pas Laurent Wauquiez, c'est d'abord à quoi correspondent ces titres de séjour. Et ça, il y a des éléments qui sont des éléments très détaillés sur le sujet. Vous avez les chiffres qui sont ceux qui sont publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. On vous mettra tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez aller consulter les sources que j'utilise. Alors, sur la délivrance des titres de séjour, vous avez ce graphique qui, moi, me semble assez intéressant, qui montre qu'en réalité, il y a effectivement une évolution des titres de séjour qui sont donnés. Si on regarde sur le temps long, hein, là, ça remonte jusqu'à 2011, donc on est sur presque une quinzaine d'années, une douzaine d'années de chiffres. Et vous voyez que les titres de séjour qui sont le plus en augmentation, ce sont les titres de séjour d'étudiants. On était environ à 50 000 en 2012, on est passé à 108 000 aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si on peut dire que c'est une mauvaise chose qu'il y ait des gens qui viennent étudier dans notre pays, qui viennent apprendre notre langue, qui viennent d'une certaine manière apprendre des choses chez nous et puis ensuite faire rayonner la France dans le monde. C'est plutôt une bonne politique d'accueillir des étudiants dans notre pays. Ça pose un problème qui est le nombre de places dans les universités. Et vous avez peut-être vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient faire payer davantage les étudiants étrangers que les étudiants français. Il y avait eu tout un moment politique sur le sujet qui visait d'une certaine manière à stigmatiser les étudiants étrangers, alors même que ce dont on a besoin en réalité, c'est d'augmenter globalement le nombre de places dans les universités parce que c'est toujours utile au final de former des cerveaux, qu'il s'agisse de Français ou qu'il s'agisse d'étrangers qui viennent étudier chez nous. Donc déjà, premier point, l'augmentation
l'augmentation des titres de séjour, c'est principalement, comme vous le voyez, donc des étudiants. Deuxième courbe qui augmente, c'est la courbe rouge que vous voyez ici, c'est l'immigration à caractère économique. C'est-à-dire que là, c'est les gens qu'on fait venir dans notre pays pour venir nous aider d'une certaine manière à remplir un certain nombre d'emplois. Donc c'est voilà, des gens qu'on accueille dans notre pays. Souvent, la droite et l'extrême droite vont vous parler du regroupement familial. Il en parle d'ailleurs après, Wauquiez, dans sa vidéo, on y reviendra à ce moment-là. Mais vous parle du regroupement familial en essayant de faire peur, en disant «Ah mon Dieu, c'est catastrophique le regroupement familial». Déjà, pour des gens qui sont censés défendre la famille, ne pas vouloir que les familles des autres se regroupent, c'est quand même un peu particulier. Mais vous voyez qu'en réalité, le regroupement familial, c'est quelque chose qui est assez stable. On est en dessous de la barre des 100 000 chaque année. Et vous voyez que globalement, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui évolue sur le sujet. Mais Laurent Wauquiez est en train de nous présenter ça en disant «Mon Dieu, c'est la catastrophe». Vous voyez qu'il y a une autre courbe qui est un petit peu en augmentation, c'est la courbe des étrangers qu'on accueille pour des raisons humanitaires. Humanitaire, ça veut dire qu'on les accueille parce qu'ils fuient soit des conflits, soit ils sont dans des situations difficiles, particulières. Et donc, c'est notre devoir de Français d'être une terre d'accueil, une terre d'asile pour ceux qui fuient notamment les guerres. Alors justement, c'est le deuxième sujet, c'est les demandes d'asile, parce qu'il évoque aussi le chiffre des demandes d'asile en disant il y en a 145 000 chaque année, mais il ne nous dit pas pourquoi, il ne nous dit pas ce qui se passe. Et regardez par exemple pour les années 2022 et 2023, vous voyez qu'il y a une assez forte présence de l'immigration afghane. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de fuir le régime des talibans. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est une mauvaise chose que la France accueille des Afghans qui fuient le régime des talibans. En théorie, je veux dire, des gens comme Laurent Wauquiez qui passe son temps à parler justement des islamistes et du terrorisme islamiste, qui est un vrai sujet, hein, c'est pas, je nie pas le sujet, mais normalement, quand il y a des gens qui fuient des régimes islamistes, la moindre des choses, ça serait de les accueillir correctement dans notre pays. Vous voyez qu'en fait, derrière le grand chiffre des demandes d'asile, 145 000, il y a un certain nombre de nationalités qui sont concernées, avec certaines qui sont en hausse, certaines qui sont en baisse. Et ça dépend en réalité de la situation généralement ou économique ou en termes de changement climatique, mais surtout en termes de guerre, de conflits, d'évolution politique dans les pays qui sont les pays concernés par les demandes d'asile. Et les gens comme M. Wauquiez vont souvent avoir tendance à présenter ça comme si c'était des gens qui faisaient du droit social comparé pour venir dans notre pays. Mais vous voyez qu'en réalité, eh bien, les gens fuient les pays dans lesquels ils estiment que leur vie peut être menacée. Et moi, je considère que notre devoir de Français, de pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est d'être justement ce que les autres attendent de nous et d'être cette terre d'accueil et cette terre d'asile pour ceux qui fuient des régimes qui sont des régimes dangereux pour leur sécurité. Sachez que en 1793, quand on a fait la constitution de la Première République, et ça date de 1793, on disait le peuple français est l'ami et l'allié des peuples libres. Ça, c'était l'article 118 de la constitution de 1793. Et ça disait ensuite il, le peuple français, accorde l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Vous voyez, si on veut être fidèle à notre histoire révolutionnaire, celle qui vient avec la République, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, notre devoir, c'est de continuer à être cette terre d'accueil et cette terre d'asile. Alors maintenant, on va continuer la vidéo de M. Wauquiez parce que c'est pas fini, on n'en est qu'au début des choses que raconte M. Wauquiez. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'insécurité, là aussi, on a une situation qui... Alors, je m'épose tout de suite, mais vous voyez, il passe du sujet de l'immigration au sujet de l'insécurité. Il ne le dit pas, il ne fait pas un lien direct, il sait de toute façon que s'il faisait un lien direct, il se ferait recevoir, mais il passe de l'un à l'autre, sans transition. On parlait d'immigration, voilà qu'on parle de sécurité, et donc d'une certaine manière, c'est une manière de faire flipper tout le monde avec l'immigration en disant que ça serait la principale cause de l'insécurité. Qui se dégrade très fort, très vite, et depuis une dizaine d'années. Si on prend les différents indicateurs, les agressions contre les forces de l'ordre, en augmentation de 30%, les coups et blessures, en augmentation de 50%, les homicides, en augmentation d'à peu près 150%. Alors ce qu'il dit là, en réalité c'est faux parce qu'il n'y a pas une augmentation en 10 ans de 150% du nombre d'homicides. 150%, ça voudrait dire fois 2,5 du nombre d'homicides. Et en réalité, ce n'est pas le cas parce que voici la réalité, le nombre d'homicides est stable depuis la fin des années 2000
en France, c'est-à-dire que vous avez eu une baisse très nette du nombre d'homicides en valeur absolue. Dans les années 2000, on était à environ 1500 homicides chaque année. On est aujourd'hui sous la barre des 1000, on est autour de la barre des 1000. Il y a une petite augmentation ces dernières années, mais qui n'est pas au même niveau que ce que c'était avant. Et surtout, si on le ramène à la population, c'est-à-dire si on ramène le taux d'homicide pour 100 000 habitants, parce que la population augmente, eh bien, vous voyez que on est sur des chiffres qui sont en réalité assez stables. Et on est passé d'un taux d'homicide pour 1000 habitants de 3 à un taux d'homicide qui est passé, donc 3 pour 100 000 habitants, à 1,5 pour 100 000 habitants. Vous voyez qu'on est dans des chiffres qui sont en baisse, qui sont assez faibles et qui sont plutôt une bonne nouvelle dont on pourrait se féliciter. Alors, si je regarde bien, en réalité, sur la vidéo de Monsieur Wauquiez, il y a une petite astérisque qui dit que c'est les tentatives d'homicide. Mais ce n'est pas ce que dit Monsieur Wauquiez dans sa vidéo. Et puis par ailleurs, pour aller plus loin, pour pousser la réflexion pour vous, si vous souhaitez réfléchir à ça, eh bien, la question qui est posée, c'est aussi, c'est quoi ces chiffres? Par exemple, quand on dit qu'il y a une augmentation des agressions contre les policiers, ce dont personne ne peut se satisfaire, eh bien, la question est posée de savoir dans quel cadre. Depuis les années 2012-2013, depuis notamment la loi El Khomri de François Hollande, il y a eu avec Manuel Valls et les ministres de l'Intérieur successifs une utilisation des forces de police pour réprimer de manière très brutale un certain nombre de manifestations. Et dans les cas de répression de manifestations qui sont brutales, eh bien, il y a des gens qui perdent leur sang-froid et qui répondent de manière parfois assez brutale aux violences policières. Ce qui n'est jamais une bonne chose, parce que la violence, d'une manière générale, n'est jamais une bonne chose. Mais vous voyez bien qu'il peut y avoir, par la force des choses, une augmentation du taux d'attaque contre les policiers dans ce type de situation, qui n'est, je le répète, pas une bonne chose, parce que sinon, vous allez voir qu'ils vont couper un petit bout de la vidéo, et puis voilà. Mais vous pouvez avoir une évolution des chiffres qui est liée soit à la situation, soit, dans d'autres cas, vous pouvez avoir aussi une augmentation des déclarations de violences qui sont faites, notamment. Ça, vous avez un cas très précis sur la question des violences conjugales. Les violences conjugales sont davantage déclarées qu'avant, et c'est une excellente nouvelle parce que ça permet de répondre davantage, mais pas assez, jamais assez, à la question des violences conjugales. Mais il y a une augmentation des violences conjugales statistiquement, parce qu'il y a aussi une augmentation des déclarations qui sont faites lorsque des femmes sont victimes de ces violences-là. Et c'est pour le coup quelque chose dont on peut se satisfaire, parce que ça veut dire qu'il y a eu une amélioration, une libération de la parole pour un certain nombre de personnes. Et puis, même si là, on n'y est pas encore, mais une amélioration de la prise en compte lorsque des femmes vont porter plainte, notamment pour ces cas de violence conjugale. Donc vous voyez que là, encore une fois, c'est des chiffres pour faire peur, mais en réalité, si on regarde dans le détail, eh bien, on n'en est pas dans les chiffres que dit Monsieur Wauquiez. On a une situation où on voit très clairement que l'ordre dans notre pays se dégrade. Ce que dénonce d'ailleurs le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec beaucoup de courage et de lucidité, quand il dit que l'impératif, c'est de remettre à la fois de l'ordre à nos frontières et dans nos rues. D'abord, contrairement à ce que toute une pensée d'extrême gauche voudrait faire croire, À l'extrême gauche. ça n'est pas du tout un sujet conflictuel en France. Une immense... Ah ouais, alors là, c'est pas mal. Parce qu'il va dire qu'en réalité, parler d'immigration, ça n'est pas un sujet conflictuel. Parce que, en gros, vous allez voir, donc là, le premier sondage, c'est 65% des Français considèrent que notre pays compte trop d'étrangers. Vous allez voir, on va répondre. D'ailleurs, on va répondre maintenant. Mais en réalité, ça dépend de ce que vous évaluez. Et le principal problème qui est posé, c'est que les Français ont une impression faussée sur le nombre de personnes qui sont étrangères dans notre pays. Alors, à combien on en est? C'est quoi la situation réelle dans notre pays? Vous avez ce graphique que je trouve assez bien fait, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet. En gros, dans notre pays, il y a 7 millions d'immigrés. C'est un chiffre qui a un petit peu augmenté dans ces dernières années. C'est pas faux de le dire, mais la question c'est: est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça d'avoir des immigrés? Sachez que
Dans notre pays, il y a 20 millions au moins de nos compatriotes qui ont au moins un aïeul étranger. Et non, en réalité, je triche un peu parce que c'est 20 millions qui ont un grand-père, un grand-parent qui est un grand-parent étranger. En réalité, si on prend les arrière-grands-parents, on est sur un niveau encore plus élevé. Et moi, j'ai fait le test un certain nombre de fois, y compris jusque dans l'Assemblée nationale. Si vous faites le test de demander aux gens qui a au moins un aïeul qui a un aïeul étranger, la plupart du temps, eh bien, vous avez tout le monde qui répond qu'il y a au moins quelqu'un dans sa famille qui venait d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'où vous voulez, de Pologne, d'Algérie, du Maroc. Bref, le fait d'avoir des ancêtres immigrés ne fait pas nécessairement des différences entre nous et fait que, bah oui, la France est un peuple qui s'est construit avec et par l'immigration. Et quand vous regardez ce graphique, je trouve qu'il est intéressant. Donc, la population totale de la France, on est à 67,8 millions de personnes en 2022, parmi lesquelles vous avez 62,5 millions de personnes qui sont français et 5,3 millions de personnes qui sont étrangères, avec une sous-séparation parmi les étrangers, parce que vous avez des personnes qui sont étrangères nées en France, c'est-à-dire des gens qui à l'heure actuelle sont par exemple mineurs, n'ont pas encore acquis la nationalité française avec le droit du sol, mais là où le chiffre qui est celui qui me semble le plus intéressant, c'est les étrangers nés hors de France, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui ne sont pas nées dans notre pays. Donc le chiffre réel des personnes étrangères dans notre pays, c'est 4,5 millions de personnes, soit environ 8% de la population totale française. Ce chiffre-là, il est à peu près stable dans le temps. Vous avez, alors attendez, c'est ce graphique-là. Vous avez ce graphique qui vous montre, si vous regardez la courbe verte, c'est la part des étrangers dans la population en France. Et vous voyez que ce chiffre, là actuellement, on est à 8,2% en 2023. C'est un pic, c'est vrai. On va pas le contester, c'est une des fois où c'est le plus haut, mais vous voyez que, par exemple, en 1980, on était à 6,8%, pas très très loin du chiffre qu'on atteint aujourd'hui. Et puis que dans les années 1930, on était à 6,6%, pareil, pas excessivement loin du chiffre où on est aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une manière d'essayer de présenter les étrangers comme des gens qui seraient par nature, par essence, problématiques et des ennemis de la patrie, de la manière dont le présente M. Wauquiez. Or, en réalité, eh bien, notre pays, je le disais, s'est construit comme ça. Et puis, ce qui est, je trouve, assez formidable, c'est que vous avez un grand nombre de personnes qui prennent petit à petit la nationalité française et qui deviennent français, étant initialement des étrangers, des immigrés, des gens qui ne sont pas nés sur le territoire de la République française, mais qui souhaitent devenir français. Par ailleurs, il y a un élément que je ne vous ai pas donné, mais c'est que dans les chiffres qu'utilise M. Wauquiez pour faire peur sur ce sujet-là, eh bien, en réalité, il n'y a pas de prise en compte de ce qu'on appelle le solde migratoire. C'est quoi le solde migratoire? C'est le fait que, certes, vous avez des gens qui arrivent, mais vous avez des gens qui s'en vont. Et en réalité, le solde migratoire en France, on n'est pas sur les 300, je ne sais plus combien de mille qui disaient au début, on est à autour de 160 000. Et ce chiffre-là ne prend pas non plus en compte le nombre d'étrangers, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas la nationalité française, qui décèdent dans notre pays, et on est à environ 50 000. Soit, contrairement à ce que disait M. Wauquiez au début en disant chaque année la ville de Toulouse, en réalité, l'augmentation annuelle du nombre d'étrangers dans notre pays, on est à autour de 100 000 personnes, sachant qu'il y a aussi une évolution de la population française qui continue avec les naissances dans notre pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, nous nous brassons tous ensemble et que tout cela forme un peuple. Alors certains n'ont pas nécessairement la nationalité, mais la question d'avoir ou pas la nationalité ne détermine pas nécessairement votre adhésion, votre affection pour l'endroit dans lequel vous vivez. Et il y a, et ça c'est vraiment une tristesse pour moi, beaucoup d'étrangers qui souhaiteraient acquérir la nationalité française et auquel malheureusement on met beaucoup de bâtons dans les roues, alors que quand même, si je trouve il y a une chose qui est incohérente dans la droite et l'extrême droite, c'est que quand il y a des gens qui ont envie de devenir français, je vois pas bien exactement le reproche qu'on a à leur faire. Les gens de droite et d'extrême droite passent leur temps à dire que les gens n'aiment pas la France, mais quand les gens veulent devenir français, eh bien ils ne veulent pas. Et le Rassemblement national a d'ailleurs une formule assez choquante sur le sujet. Ils disent la nationalité française s'hérite ou se mérite, une manière de dire qu'en réalité on ne pourrait l'acquérir
que par le droit du sang et par ce qu'on aurait dans les veines, bref, c'est-à-dire une vision vraiment raciste des choses. Par ailleurs, je continue, mais les chiffres qui sont donnés par Monsieur Wauquiez sur ce que pensent les Français de l'immigration sont un petit peu, comment dire, orientés. Parce que si vous regardez, il y a plusieurs sondages qui sont faits sur le sujet. Et là, je vous donne un sondage qui est issu du baromètre sur le racisme de la CNCDH. Pareil, on vous mettra tous les liens dans la description. Ça, c'était page 235 de mémoire. Mais vous voyez que sur ce sujet-là, eh bien, il y a plein d'entrées qui sont en réalité pas tout à fait les chiffres que donne Monsieur Wauquiez. Par exemple, il y a exactement la même question que celle qu'il posait. Il y a trop d'immigrés en France, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, c'est-à-dire le total de gens qui sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec cette idée-là. Là, on passe à 55,3%. Et je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont une image faussée du nombre d'immigrés en France. Mais vous avez aussi d'autres idées qui sont très contradictoires avec ce que nous dit Monsieur Wauquiez. Par exemple, vous avez cette phrase, enfin cet item qui est testé, la présence d'immigrés est une source d'enrichissement culturel. Bah, il y a seulement 26,5% des Français qui sont plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout. Donc vous voyez que c'est extrêmement faible et ça veut donc dire qu'il y a un grand nombre de personnes, environ les trois quarts des Français, qui pensent que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Et puis voilà, vous avez un certain nombre d'autres items, mais tout ça fait réfléchir sur la manière dont M. Wauquiez présente les choses. Majorité de Français veulent qu'on régule l'immigration et qu'on soit plus ferme sur la sécurité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, ce sont des thèmes qui sont consensuels en France et qu'une immense majorité de Français aspirent. Alors ça m'a fait rire, parce que 77% des Français estiment que la délinquance a beaucoup augmenté ces derniers mois. Sauf que ça, c'est basé sur une impression. Les Français estiment que la délinquance, c'est pas une donnée chiffrée qui dirait que la délinquance a ou n'a pas augmenté. Et se baser sur un sondage, quand on fait une vidéo sur ce sujet-là, bah, pour le coup, il y a des chiffres qui existent et il y a des domaines dans lesquels la délinquance augmente, il y a des domaines dans lesquels la délinquance diminue, la délinquance et la criminalité diminuent. Bah, voilà, ce qu'il faut, c'est apporter des réponses point par point, item par item de la délinquance et de la criminalité, avec les moyens qui sont à mettre en face. Mais je signale quand même une chose, c'est que les gens comme M. Wauquiez, c'est des gens qui ont défendu le fait que on diminue la place de ce qu'on appelle la police judiciaire. La police judiciaire, c'est celle qui fait l'enquête, le travail au long cours, qui permet notamment de démanteler des gros réseaux, des gros trafics, et qui permet de faire un travail de fond de résolution d'enquête. Il y a une baisse en ce moment, ça c'est un problème, mais il y a une baisse des résolutions d'enquête dans un certain nombre de secteurs, de domaines, et qui est assez largement dû au fait qu'on a baissé en partie la place de la police judiciaire. Parce que la logique des gens comme M. Wauquiez, c'est on va mettre plein de policiers dans les rues, ils appellent ça mettre du bleu dans les rues, et d'une certaine manière, eh ben, ça empêcherait qu'il y ait de la délinquance. Sauf que en réalité, eh bien, ce qu'on constate, c'est que il est plus efficace sur le temps long d'avoir une police judiciaire forte qui fait du travail d'enquête, qui permet de résoudre les problèmes et de trouver les criminels, notamment, hein, dans ce genre de situation, plutôt que d'avoir des policiers dans la rue qui, principalement, vont peut-être éviter qu'il y ait des choses qui se passent, mais je rappelle aussi que ce sont les Insoumis qui défendent depuis maintenant plusieurs années le rétablissement de la police de proximité, supprimée par qui? Par les amis de M. Wauquiez, c'est-à-dire M. Sarkozy. Donc sur ce sujet-là aussi, eh bien, les solutions proposées par la droite et par l'extrême droite sont mauvaises. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait se dire, c'est impossible. Par rapport au contexte actuel, la situation de l'Europe, les flux migratoires qui viennent d'Afrique, ce que certains cherchent à nous faire croire, on ne peut pas avoir de prise sur l'immigration. Je voudrais tordre le cou à cette idée reçue parce qu'elle est complètement fausse. Il y a des pays qui y arrivent et il y a même des pays qui y arrivent très bien. On peut prendre l'exemple des pays du Nord, l'exemple du Danemark, de la Suède, qui étaient des pays qui avaient beaucoup de laxisme en matière d'immigration et qui ont radicalement changé, ont adopté des politiques très strictes sur le plan migratoire. Au Danemark, la gauche a une politique migratoire extrêmement sévère qui ferait pousser des cris d'orfraie chez nous, aux socialistes ou à Mélenchon. La Suède a un gouvernement qui est un gouvernement de droite, très ferme aujourd'hui, et qui obtient des résultats impressionnants en termes d'immigration, puisqu'ils sont même maintenant dans une immigration négative. En Italie, vous avez eu une baisse extrêmement forte au cours de l'année qui vient de s'écouler de l'immigration clandestine. Chez nous, pour l'instant, on n'y arrive pas.
Déjà, il faudrait poser la question de savoir si c'est une mauvaise chose, l'immigration, parce que ça, c'est la question qui est jamais posée, par, tous ces gens-là. Parce que en réalité, leur fonds de commerce, leur manière de faire de la politique, c'est d'essayer systématiquement de faire peur, en laissant croire qu'il y aurait une forme, comme je le disais, une forme de lien, consubstantiel entre, immigration et insécurité et donc ils essayent systématiquement de faire peur sur cette base-là. Mais surtout, ce que monsieur Wauquiez oublie un petit peu de dire, c'est que le Danemark et la Suède n'ont pas tout à fait la même histoire que la France et notamment n'ont pas d'histoire coloniale. La France est un pays qui, pendant des années, dans de nombreux pays du monde, a été une puissance coloniale et dans un certain nombre d'endroits, l'est encore. Je pense notamment à la question de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, qui revient régulièrement sur le devant de la scène, compte tenu du fait qu'il y avait eu un projet de loi qui maintenant est suspendu, mais de réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie Kanaki. Je passe sur ça, je ne reviens pas en détail, mais par la force des choses, ça n'est pas les mêmes liens qui existent entre la France et l'Afrique que entre le Danemark, la Suède et d'autres pays du monde d'où peuvent provenir l'immigration. Les liens coloniaux qui unissent les anciens liens coloniaux et les liens actuels, notamment de langage, qui unissent la France et certains pays d'Afrique, font qu'il y a effectivement une différence parce que eh ben, c'est pas la même chose. Par exemple, un des grands sujets de bataille de la droite en ce moment, c'est l'abrogation des accords de 1968 avec l'Algérie qui facilite notamment le regroupement familial, le déplacement des Algériens sur le territoire de la République française. Et il y a un certain nombre de clauses spécifiques qui sont associées à la position particulière de l'Algérie, compte tenu du fait que ça a été pendant des années une colonie française départementalisée, donc c'était une situation encore particulière, avec des inégalités extrêmement fortes entre les Algériens et les Français, et qui s'est fini par une guerre qui était la guerre d'Algérie, qui a donné lieu ensuite à des accords de paix, et qui ensuite a aussi donné lieu donc à ces fameux accords de 1968 qui sont dénoncés par la droite. Mais enfin, c'est l'évidence même que, compte tenu d'une histoire aussi particulière que celle-ci, eh bien, il ne peut pas y avoir les mêmes relations entre le Danemark et la Suède d'un côté et d'autres pays, et entre la France et d'autres pays. Enfin, ça semble l'évidence même hein, de le dire. Ça semble aussi l'évidence même de dire que, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, année après année dans notre pays en raison soit, de cette situation postcoloniale, soit, des responsabilités de la France dans un certain nombre de situations, que ce soit économiques, guerrières, je pense notamment à la question de la Libye, au moment où je vous parle, ou, des responsabilités plus globales, en matière de changement climatique, des pays, dits du Nord, mais où vous avez effectivement une immigration, qui peut exister dans ces pays-là, mais nous avons une part de responsabilité dans la situation particulière. Et moi, c'est toujours le même sujet. Je vais revenir un petit peu en détail à ce moment-là de la vidéo, mais je suis désolé, tous les gens qui nous parlent sans arrêt d'immigration en s'en plaignant sont les mêmes dont les amis sont responsables d'une partie de la destruction de l'économie des pays d'Afrique. Quand j'entends Monsieur Bolloré qui fait une chaîne de télévision CNews pour se plaindre sans arrêt de l'immigration, alors même que Monsieur Bolloré est l'un des principaux responsables de l'exploitation des matières premières, des infrastructures dans un certain nombre de pays d'Afrique, il se plaint des conséquences dont il a lui-même créé les causes, parce que les gens ne partent jamais de chez eux par plaisir quand quand ils sont contraints à se déplacer, quand les gens vont traverser la Méditerranée parfois au péril de leur vie. Eh bien, c'est pas par plaisir que les gens quittent leur pays, se retrouvent ballottés de pays en pays, parce que l'essentiel de l'immigration se fait à l'intérieur des pays du Sud, dit du Sud global. Donc l'immigration se fait à l'intérieur des pays du Sud. Et puis quand, au final, les gens finissent par arriver en France, eh bien, il me semble que la moindre des choses, c'est de les accueillir correctement, dignement, et d'être à la hauteur de notre humanité. Je vous prends un exemple qui s'est pour le coup extrêmement bien passé. Quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a accueilli les Ukrainiens qui fuyaient la guerre, on a accueilli 100 000 Ukrainiens en peu de temps, c'est-à-dire autant que les gens qui ont fui dans les dernières années la Libye, l'Irak et je crois l'Afghanistan additionnés. C'est vous dire que en réalité, les gens qu'on a accueillis d'Afghanistan, d'Irak et de Libye, ça ne représentait pas un grand nombre de personnes comparé aux Ukrainiens. C'est le même niveau, hein. 100 000 d'un côté, 100 000 de l'autre, 100 000 additionnés pour les trois pays que je viens de
viens de citer. Et vous voyez qu'avec les Ukrainiens, ça s'est passé de manière très tranquille globalement. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis en place des outils, on a fait en sorte de mettre en place des systèmes spécifiques d'accueil, avec notamment du logement pour les personnes qui fuyaient la guerre. Et vous voyez qu'en réalité, quand on accueille dignement les gens, quand on organise correctement l'accueil, l'asile, eh bien, ça se passe très bien. Et par ailleurs, eh bien, sur les questions d'immigration économique, étudiante, de regroupement familial, c'est la même chose. Quand on essaye d'organiser les choses de manière tranquille, sans avoir peur, sans être stressé, parce qu'il y a des gens qui viennent dans notre pays, ce qui est plutôt une bonne chose en général. Quand il y a des gens qui viennent dans notre pays, c'est qu'ils sont attirés par notre pays, on peut plutôt s'en féliciter, hein. Les gens de droite, ils n'arrêtent pas de dire que il faut parler de l'attractivité de la France, mais eux n'en parlent que pour les capitaux. Vous voyez, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait du fric qui arrive dans notre pays, et ils ne pensent jamais à la richesse humaine qu'est l'immigration et à ce que ça peut apporter à notre pays. Par ailleurs, je le dis aussi ici, mais c'est un problème pour les pays d'origine de l'immigration, parce qu'il y en a plein qui perdent des gens formés intellectuellement, des médecins, des artistes, des scientifiques qui préfèrent venir travailler en France plutôt que de rester dans leur pays d'origine, parce qu'ils n'ont pas toujours les bonnes conditions de travail, pas toujours des salaires qui sont au niveau pour exercer leur métier, et qui donc préfèrent venir en France. Nous, on peut en être satisfait et s'en féliciter, mais en même temps, eh bien, on peut se dire que c'est une forme aussi de pillage des cerveaux des pays d'origine de l'immigration. Mais tout ça, bien sûr, vous n'en entendrez jamais parler sur CNews ou sur la chaîne de Monsieur Wauquiez, compte tenu du fait que ça vous est toujours présenté l'immigration comme un problème et non pas comme quelque chose qui peut être positif, alors que dans plein de cas, eh bien, pour notre pays, en tout cas, ça l'est. Raison d'abord. Alors, pardon, je vous ai pas remis la vidéo. C'est qu'on a fait du désarmement de notre politique de sécurité et de notre politique de contrôle de l'immigration. Pour le dire simplement, alors qu'il aurait fallu renforcer nos moyens, on a baissé nos moyens. Premier exemple, nos places de prison. On a en France trop peu de places de prison. Un pays comme le Royaume-Uni a 50% de places de prison de plus que nous. Alors là, attendez, je voudrais vous montrer exactement, parce qu'il met un petit « oh là là ». Monsieur Wauquiez nous dit un pays comme le Royaume-Uni a 50% de places de prison de plus que nous. Donc là, vous vous dites, on est en retard sur le Royaume-Uni, il faut absolument qu'on fasse des places de prison. Oui, mais alors, attendez. Bon, déjà, ça se discute, parce que la prison n'est pas l'alpha et l'oméga des réponses en termes de sécurité. Compte tenu du fait qu'un certain nombre de gens qui vont en prison ressortent parfois, soit avec parfois des troubles psy, sans en avoir à l'entrée, soit en ayant tissé parfois des réseaux à l'intérieur de la prison qui augmentent le fait qu'ils soient dans la criminalité ou dans la délinquance. Donc la prison n'est pas nécessairement la réponse sur les questions, même si il y a des peines qui sont des peines de prison qui sont associées dans le code pénal à certains actes qui sont punis par la privation de liberté. Mais je répète une chose, c'est que la privation de liberté qui est prévue n'est pas une privation de dignité. Or, précisément, c'est là où je veux en venir, dans les prisons françaises, eh bien, cela correspond aussi à une privation de dignité. Parce que ce que vous dit pas, Monsieur Wauquiez, par exemple, c'est que le Royaume-Uni, ils ont 88 938 places, selon ses chiffres à lui, moi, j'ai pas tout à fait les mêmes, de prison. Mais regardez cet article du Figaro qui dit surpopulation carcérale, le Royaume-Uni libère par anticipation 1700 détenus. Donc là, vous voyez, le Royaume-Uni, ils ont 89 543 places de prison selon l'article du Figaro. Donc c'est pas tout à fait les mêmes chiffres que Monsieur Wauquiez, mais que eux, ils sont à un niveau de remplissage avec 88 350 détenus. Or, normalement, eh bien, la règle pour assurer la sécurité pénitentiaire, comme ils disent, c'est que le nombre de détenus ne doit pas dépasser 79 856. Donc le Royaume-Uni, alors même qu'ils ont moins de détenus que leur place disponible de prison, ils considèrent qu'ils sont en surpopulation carcérale parce que leur bon nombre, en gros, c'est 10 000 détenus de moins que le nombre de places de prison disponibles. Dans le débat public au Royaume-Uni, en gros, si jamais vous avez plus de personnes en prison que de places disponibles, là, vraiment, vous êtes dans la catastrophe. Et même là, alors qu'ils sont en dessous, ils estiment déjà que c'est trop et que c'est catastrophique. Oui, sauf qu'en France, eh ben, c'est l'inverse. En France, on a certes les 62 000 places de prison évoquées par Monsieur Wauquiez, mais il se trouve qu'on a plus de détenus que de places de prison. On en est à 78
969 détenus, soit un taux de remplissage de nos prisons de, c'est écrit ici, 127,3%. Et vous avez des prisons, c'est écrit ici, qui dépassent le taux de 200% dans 17 établissements. C'est-à-dire que vous avez 2 fois plus de détenus que ce qui est prévu normalement dans les prisons françaises. Autant vous dire donc que il n'y a pas de laxisme français vis-à-vis de la question des prisons, même plutôt l'inverse. En réalité, on enferme plus de gens que la capacité qu'on a en réalité. Et vous voyez, vous avez aussi cet élément-là, c'est que parmi les personnes incarcérées, vous avez 20 563 personnes qui sont des prévenus en détention dans l'attente de leur jugement définitif, c'est écrit ici, et que donc au total, on en est à 94 406 personnes qui sont placées sous écrou au 1er septembre. Autant dire que, du coup, en réalité, il y a plus de gens qui sont en prison en France qu'au Royaume-Uni, alors même que nous avons moins de places de prison. Donc, encore ce que dit M. Wauquiez est une aberration au regard même des arguments que lui prétend fournir sur ce sujet-là, même si, je le répète, la prison n'est pas l'alpha et l'oméga, ni de la sécurité, ni de la sûreté, ni de la réponse à apporter aux victimes, ni de la réponse à apporter à la société lorsqu'il y a des délits qui sont commis. Alors que nous sommes aujourd'hui le pays en Europe qui a le plus de délinquance et le plus de violence, or on le sait, la délinquance est souvent le fait d'une petite minorité de délinquants hyper violents. Si eux, vous les mettez en prison, vous renforcez considérablement la sécurité. Alors voilà, ça c'est en fait, ça s'appelle, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas l'état de droit ça. Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est que en gros, vous devez mettre en prison une petite minorité de délinquants qui sont ultra violents. Et en gros, ce qu'il dit, c'est vous avez des gens, on ne sait même pas sur la base de quoi sur quoi il se base pour dire ça, mais vous aurez des gens qui sont de toute façon ultra violents et que s'ils sont dehors, ils vont faire n'importe quoi, donc il faut qu'ils soient en prison. Oui, mais sauf que ça s'appelle la prison à vie sur la base du soupçon. Ça n'existe pas dans un état de droit, en fait. Ça, vous mettez pas des gens, vous mettez des gens en prison s'ils ont commis des actes délictuels, s'ils ont commis des actes criminels et que les peines qui sont associées correspondent à des peines de prison. Si vous avez des gens qui sont, selon Monsieur Wauquiez, ultra violents, des criminels dangereux, etc., qui du coup font un certain nombre de fois un passage en prison, faut peut-être vous poser la question de l'efficacité de la prison pour faire en sorte que les gens ne récidivent pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à... faut mettre en mouvement toutes ces cellules grises. Faut pas en garder certaines de côté qu'on n'utilise pas, sinon ça sert à rien. Donc si vous avez des gens qui font plusieurs passages en prison, peut-être que le problème c'est la prison. Peut-être que le problème c'est que la prison ne permet pas d'éviter la récidive. Enfin moi je dis ça, c'est ce que disent aussi un certain nombre de scientifiques sur le sujet qui font des enquêtes. Mais apparemment c'est pas bien. Parce que M. Wauquiez, lui, préfère qu'on mette des gens en prison comme ça, parce qu'on considérait qu'ils sont violents à vie. Ça, c'est pas une manière de répondre correctement aux problèmes qui sont posés dans la société, notamment sur les questions de sûreté et particulièrement sur les questions de récidive. Allez, on continue parce que c'est pas fini, c'est un festival. Je vais prendre un exemple un peu choquant volontairement pour qu'on mesure bien la folie de ce qu'on a aujourd'hui en France. C'est comme si en matière de politique de natalité, on expliquait à une femme qu'elle n'a pas le droit de tomber enceinte parce qu'on n'a pas de place en maternité. La réalité... Ah, j'ai pas compris. C'est effectivement c'est choquant qu'on va dire à une femme qu'elle peut pas tomber enceinte parce qu'il n'y a pas de place en maternité. Par ailleurs, en réalité, c'est un peu ce que dit la droite, c'est-à-dire que il faut se responsabiliser. Là, ils sont en train de dire ça là, sur les fonctionnaires en disant que les fonctionnaires, notamment, il faudrait qu'ils aient plus de jours de carence pour se responsabiliser. Vous voyez, quand vous tombez malade, il faut vous responsabiliser parce qu'on ne peut pas tomber malade comme ça. C'est problématique de tomber malade, donc il faut se responsabiliser. Là, en réalité, c'est déjà un peu le cas dans la santé. Il y a plein de secteurs dans les hôpitaux dans lesquels vous avez une surcharge dans les hôpitaux. Donc, il prend un exemple volontairement choquant, mais en réalité, si vous le décalez sur un autre secteur, c'est déjà le cas. Il y a plein de gens qui sont mal pris en charge dans les hôpitaux. Mais surtout, c'est quoi le rapport en fait je ne comprends pas ce qu'il veut dire. En fait, si exactement, je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aurait des juges qui décideraient de ne pas envoyer les gens en prison parce qu'il n'y a plus de place en prison et que donc on ne pourrait pas appliquer un certain nombre de peines parce que les prisons sont déjà surchargées. C'est peut-être que la politique pénale qui est mise en place est mauvaise. S'il y a autant de gens en prison et autant besoin de construire des places de prison alors même que la prison n'est pas efficace pour éviter la récidive,
peut-être qu'il faut, enfin, moi je dis ça comme ça, mais il faut peut-être penser les choses complètement à l'envers et son exemple me semble un peu foireux en réalité. Sa comparaison me semble un peu foireuse sur le sujet. Mais c'est pas grave, on continue, c'est pas fini. C'est que notre politique de sécurité est tout aussi absurde. Je voudrais poser une question toute simple, et là aussi volontairement provocante. Comment on a fait pour les Jeux Olympiques? En moins de 3 à 4 ans, on a réussi à construire pour les Jeux Olympiques de Paris toute une série d'équipements qui normalement auraient dû prendre des années avec toutes nos règles juridiques. Sauf que là, on avait décidé qu'il fallait le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour construire très rapidement les places de prison dont on a besoin? Alors là, je pense qu'on peut parler de culot. Parce que précisément, sur les Jeux Olympiques, un des sujets qui a été un des sujets principaux, c'est les travailleurs sans papier. Donc là, il est en train de nous parler d'immigration. Il est en train de nous vendre un modèle dans lequel, eh ben, pour faire très vite et je sais pas quoi, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que sur un certain nombre de chantiers, il y avait des travailleurs sans papier et que justement, c'était un sujet, la régularisation des travailleurs sans papier sur les chantiers. Donc, d'une certaine manière, là, je dirais, c'est un gros contre son camp qui vient de se mettre, Monsieur Wauquiez. Mais voilà, why not, hein, après tout, on n'en est pas à une incohérence près. Et donc, lui, son grand objectif pour la société, Monsieur Wauquiez, vous voyez, il y a eu des inondations. C'est pas il faut qu'on fasse un gros effort pour faire face au changement climatique et répondre aux grands enjeux de notre temps. Non, son sujet, c'est il faut qu'on construise plein de places de prison pour pouvoir envoyer un maximum de gens en prison, alors même que, je vous le disais, nos prisons sont déjà surchargées. Et vous allez me dire, bah, il faut donc construire des places de prison si nos prisons sont surchargées. Bah non, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est envisager des peines qui sont des peines alternatives à la prison, d'autant qu'il y a un certain nombre de peines qui existent maintenant, alternatives à la prison, dont, et c'est ça qui m'intéresse, dont l'efficacité est supérieure. Vous avez par exemple des placements, ce qu'on appelle des placements à l'extérieur, qui permettent par exemple de travailler à la réinsertion des détenus, notamment à la réinsertion professionnelle, à la réinsertion dans la société pour les peines de longue durée, parce que dites-vous bien que quand vous êtes incarcéré pendant 10 ou pendant 20 ans, bah, le monde change autour de vous. Vous êtes incarcéré il y a 20 ans, il n'y a pas encore les téléphones, les iPhones avec la tactile, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis correct sur mes dates, mais ce que je veux dire, c'est que la société change autour de vous. Donc, votre réinsertion est nécessairement une réadaptation au monde tel qu'il est à ce moment-là. Moi, j'ai visité, par exemple, avec Hugo Bernalicis et les députés de la commission des lois de la dernière fois, de la précédente mandature, on avait visité la ferme de Moy-en-Brie. Bah, ça, c'est un endroit où ils placent des détenus pour apprendre des travaux qui sont des travaux liés à l'agriculture, à la production agricole et à la vente. Et bah, ça, par exemple, ils ont des taux de réinsertion et de récidive qui sont très élevés pour la réinsertion, très faibles pour la récidive. Bah, je sais pas, ça pourrait être un genre de... En plus, ça coûte moins cher que les places de prison. Donc les gens de droite qui nous parlent que de fric sans arrêt, je sais pas, ils pourraient regarder des modèles qui fonctionnent, vu qu'il y en a qui fonctionnent mieux que la prison. Mais non, c'est pas grave, il faut faire peur, il faut vous effrayer, il faut que vous ayez peur, parce que si vous avez pas peur, bah, vous votez pour améliorer la société, pour faire en sorte qu'elle soit meilleure. Si vous avez peur, vous votez pour les gens qui vous disent vous avez peur, c'est à cause de moi, hein. Je vous ai fait bien peur là, mais maintenant il faut voter pour moi parce que moi je suis rassurant face à la peur que j'ai moi-même suscitée chez vous. Bref, ça c'est méthode traditionnelle de la droite et de l'extrême droite. Allez, on continue le festival. Il faut 20 000 places de prison en plus, on en a 60 000 seulement aujourd'hui. Eh bien, si on considère que c'est une priorité, on s'en donne les moyens et on adopte une loi de simplification forte qui permette de construire dans des délais très courts les places de prison dont on a besoin. Deuxième exemple de choses très concrètes qui bloquent et qu'on sous-estime. Pour reconduire les étrangers les plus délinquants à la frontière, on a ce qu'on appelle des centres de rétention administrative. En gros, pour faire simple, aujourd'hui, c'est des mini-prisons. Sauf qu'on a... Ah, oula. Alors déjà... normalement, non, les CRA sont pas des mini-prisons, c'est justement des centres de rétention administrative et les gens qui sont à l'intérieur des centres de rétention administrative sont pas des détenus, ce sont des retenus. Alors, il y a une petite différence, c'est que les détenus, c'est des gens qui ont commis un acte délictuel. La justice a tranché sur ce point-là et donc ils se retrouvent en prison parce que c'est la peine qui est associée au fait qu'ils ont commis un acte délictuel. C'est pas du tout ce qui se passe pour les étrangers qui sont dans les centres de rétention administrative. En fait, c'est une décision administrative, le placement en centre de rétention administrative. Et c'est les gens qui sont sous obligation de quitter le territoire français. Au bout de 30 jours, si jamais ils n'ont pas quitté le territoire
de la République française, ils peuvent être placés en centre de rétention administrative pour une durée de 90 jours. Vous allez voir qu'après, il va parler des durées de rétention et je vous donnerai, je vous montrerai, il se contredit en fait, Laurent Wauquiez, par rapport à l'argument qu'il vient de donner sur les prisons, mais on voit ça tout à l'heure. Moi, j'ai été visiter par exemple le centre de rétention administrative de Vincennes, en région parisienne, et comment dire, les personnes qui sont retenues dans ces centres de rétention administrative, bah, des fois, c'est pas des délinquants. Par exemple, j'ai eu le cas d'un monsieur, il est né, en Algérie. Il est arrivé en France quand il avait une semaine, donc il était bébé. Ça faisait 40 ans qu'il était, sur le territoire de la République française, pas de problème, renouvellement régulier de ses titres de séjour et cetera et cetera. Et puis, à un moment donné où il y a un retard, qui fait qu'il est placé, sous OQTF. Plus, il se trouve à proximité d'une bagarre, lui-même n'étant pas impliqué dans la bagarre. Il se retrouve en centre de rétention administrative avec la possibilité d'être expulsé vers l'Algérie. Autre exemple, un monsieur, soixantaine d'années, qui me dit mais moi j'ai deux filles, elles sont l'une avocate, l'autre médecin. On est en France depuis, mes fils on est en France, moi je suis en France depuis presque toujours. Mon pays c'est la France, et là on est en train de me dire que je vais être envoyé au Zaïre pour une OQTF qui m'a été mise et dont j'avais pas été informé. Parce qu'il avait eu il avait pas son titre de séjour sur lui au moment, où il avait été arrêté par la police. Vous voyez, vous avez des situations qui sont des situations absurdes, mais parce que pour une raison simple, c'est que les centres de rétention administrative reposent dans une large mesure sur l'arbitraire, puisque c'est la décision administrative. Centre de rétention administrative, c'est une décision administrative de vous placer en rétention. C'est pas une décision judiciaire, c'est-à-dire c'est le pouvoir exécutif qui décide de vous placer en rétention. Ça, c'est l'arbitraire qui était le même arbitraire que celui de la monarchie. Louis XVI, les lettres de cachet, la Bastille, c'était le même principe. Tu as une lettre du roi qui dit, poum, tu vas à la Bastille, tu es emprisonné, tu es incarcéré sur la base d'une décision royale. Bah, voilà. Mais là, vous avez une décision qui est une décision administrative. Alors, il y a des situations dans lesquelles l'idée qui est derrière ces centres de rétention administrative, c'est de placer des gens, la théorie c'est ça, hein, c'est placer des gens qui sont potentiellement dangereux, potentiellement violents, et notamment, l'une des bases, c'était les gens qui potentiellement pouvaient commettre des actes terroristes. C'est ça l'idée des CRA. Et maintenant, aujourd'hui, eh ben, ils mettent plein de gens dans des CRA qui sont surchargés, parce que vous avez 1800 places de centres de rétention administrative. Et là, vous allez voir, juste après, vous allez voir Monsieur Wauquiez se contredire, puisque il va demander l'augmentation de la durée de détention. Alors écoutez bien, c'est la suite. On a le droit Alors de garder attendez, mince, les étrangers à l'intérieur je vous ai pas mis la vidéo. Toc. de garder des étrangers à l'intérieur de ces lieux-là uniquement pendant 90 jours. Si au bout de 90 jours, on n'est pas arrivé à faire un accord avec l'Algérie, avec le Maroc, avec le pays dont sont originaires ces délinquants étrangers extrêmement violents, eh bien on est Petite pause au passage, mais vous voyez qu'il ne cible que l'Algérie et le Maroc. Donc encore une fois, c'est la même chose, c'est pour cibler les gens qui sont algériens ou marocains, ou d'origine algérienne ou marocaine, parce que c'est ça aussi l'idée qui est derrière, hein. C'est de dire que des nationalités seraient par essence délinquantes. Ça, c'est un peu la manière dont la droite et l'extrême droite présentent toujours les choses. obligé de les libérer. En Allemagne, le délai, c'est 1 an et demi. En Italie, c'est 1 an et demi. Nous, c'est seulement 90 jours. Avec un système juridique fou, ou à intervalles réguliers au bout d'un certain nombre de semaines, l'étranger passe devant un juge pour voir s'il n'y a pas eu une faille dans la procédure qui lui permette de se libérer. C'est un autre... Alors, plusieurs choses. Déjà, les durées légales, effectivement, de rétention dans les centres de rétention administrative qui donnent sont exactes. Mais en Allemagne, vous êtes sur une durée de base de 6 mois. 18 mois, c'est dans des cas extrêmement particuliers. Par ailleurs, en réalité, la durée moyenne de rétention en Allemagne, vous êtes sur 3 à 4 semaines, c'est-à-dire entre 21 et 28 jours. Bah, en France, on est à 22 jours de rétention moyenne. Donc vous voyez que c'est pas le sujet. Et puis, il faut qu'il réfléchisse un peu, Monsieur Wauquiez, mais si vous augmentez la durée de rétention des personnes dans les centres de rétention administrative pour passer de 90 jours à 1 an et demi, ça veut dire que vous multipliez par 6 la durée potentielle de rétention des personnes. Ça veut dire que dans des centres de rétention administrative qui sont déjà surchargés, dans lesquels, en plus, les gens comme Monsieur Wauquiez veulent continuer à construire des places, et ben, vous augmentez le problème du manque de place dans les centres de rétention administrative. Alors que la question même de l'utilité de ces centres de rétention administrative devrait sans doute être posée. Alors, c'est pas fini, ça continue. Autre exemple de ce que j'appelle le désarmement. C'est juste des choix, et des choix qu'il faut faire bouger.
Parce que depuis Ah 10 oui, pardon, je vous ai pas dit. Mais quand il dit à intervalles réguliers, les gens passent devant le juge pour voir s'il n'y aurait pas une faille, en fait, ça s'appelle l'état de droit. Alors, c'est un truc un peu. Il va en parler beaucoup de l'état de droit après, Monsieur Wauquiez, et j'aurai deux, trois trucs à vous dire sur le sujet. Mais un des trucs il va falloir à un moment donné que la droite comprenne, c'est que précisément, on met en place des règles pour défendre ce qu'on appelle des droits fondamentaux. Et dans le pays des droits de l'homme et du citoyen, ça commence par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1, qui dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est pas dit les Français naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tri qui est fait en fonction de votre nationalité, de votre origine, de votre statut de papier ou de sans-papier. En fait, alors c'est un concept un peu particulier, mais on appelle ça l'humanité. On considère qu'il y a des droits qui valent pour l'ensemble de l'humanité et que la règle de l'état de droit en France, c'est de protéger les droits pour la personne humaine, quelle que soit sa situation particulière. Vous avez un peu la même chose chez les médecins, par exemple. Les médecins, quand ils font le serment d'Hippocrate, ils font le serment de soigner les gens, quelle que soit leur situation, qu'ils aient ou pas de l'argent, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. C'est pas un sujet. Vous soignez une personne, vous soignez un individu, vous soignez un être humain, parce que c'est votre semblable et que donc, même si c'est pas votre compatriote, bah, c'est votre semblable et donc vous le soignez parce que c'est une règle d'humanité de base normalement de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Bah, il y a la même, il y a un peu la même règle en France, c'est-à-dire que ouais, on définit des droits, on définit un état de droit, et puis les gens, ils ont toujours le droit d'avoir des recours, ils ont toujours le droit de saisir la justice pour faire essayer de faire invalider une décision administrative. Je rappelle, c'est une décision administrative. Donc en fait, quand les gens passent devant le juge, c'est la première fois qu'il y a un jugement qui intervient. C'est la première fois qu'il y a le pouvoir judiciaire qui intervient. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'exécutif qui décide tout seul, et ça c'est l'arbitraire quand c'est l'exécutif qui décide tout seul, parce que l'administration c'est l'exécutif. Mais quand il y a un juge qui intervient, là, on réentre dans l'état de droit. On réentre dans un état dans lequel il y a la justice, justement. Et donc, Monsieur Wauquiez, il n'aime pas ça, que les gens ils puissent faire valoir leurs droits, parce que non, ce qu'il veut, c'est des décisions administratives qui ne sont pas contestables. Ça, c'est pas tout à fait la démocratie, hein. 10 ans, on est allé sans cesse plus loin dans le désarmement, en gros principalement depuis François Hollande. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on aboutisse à se réarmer pour mieux protéger nos frontières et aboutir à être plus efficace. La deuxième chose qui bloque, c'est qu'en France, on a accepté de subventionner et de donner des moyens incroyables à des associations militantes qui sont pourtant minoritaires dans l'opinion publique et dont le seul objectif est de bloquer l'action de l'État. L'État finance sur fonds publics des associations dont la raison d'être affichée est de faire obstacle à la politique de l'État. Ça fait partie des pistes contre lesquelles la droite républicaine s'est engagée dans les débats sur le budget pour faire en sorte de couper ces subventions. On parle quand même de montants qui se montent jusqu'à 1 milliard d'euros. Je voudrais vous donner un exemple concret avec... Alors là, il va donner un exemple concret, comme il dit, je vous en parlerai aussi. Mais en fait, ce dont il est en train de parler, c'est les associations, à la fois les associations d'accès aux droits, justement, qui permettent aux personnes de faire valoir leurs droits à l'intérieur des centres de rétention administrative. Vous avez des associations qui sont des associations associées de l'État, parce que c'est ces associations qui, d'une certaine manière, remplissent le rôle de l'État sur l'accès aux droits. Donc, c'est une forme de, allez, je sais pas comment dire ça, mais de service public décentralisé dans les centres de rétention administrative, mais géré par des associations. Bref, passons sur les détails. Mais donc, c'est normal que l'État participe à ces associations, vu qu'elles font respecter les lois de l'État, elles aident à faire respecter les lois de l'État. C'est assez normal. Et par ailleurs, il y a aussi la question, et ça c'est un truc qui devient assez fort dans la politique du Rassemblement national, mais il y a une volonté en ce moment de couper les financements des associations qui viennent en aide aux personnes qui sont en détresse, notamment aux personnes qui sont en détresse dans la mer. Donc quand vous dites que vous voulez couper les subventions aux associations pro-immigration, ils appellent ça comme ça, en fait ce qu'ils veulent dire, c'est que ça ne leur pose pas de problème éthique et moral de supprimer des subventions à des associations qui sauvent des gens. Or, si les associations n'ont pas les moyens de sauver des gens, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Les gens vont mourir. Donc, quand ils disent ce genre de choses en disant on peut faire des économies, etc., ce qu'ils disent à la fin, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir et que c'est pas grave. Sauf que ça, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain de penser comme ça. Penser que c'est pas grave qu'il y ait des gens qui meurent, c'est... Enfin, je devrais même pas avoir à expliquer que c'est pas normal, quoi. Mais on en est là, dans notre pays en 2024. Il y a des gens qui pensent ça, qui le disent.
Et ça passe comme une lettre à la poste parce que personne ne réplique jamais à ces gens-là avec des arguments un peu rationnels et humanistes, à des gens qui ne donnent que des arguments irrationnels et inhumains, vu qu'ils considèrent que les étrangers ne sont pas tout à fait des êtres humains comme les autres. C'est un peu des sous-êtres humains à leurs yeux, même si, ils ne le disent jamais comme ça. Ils prennent toujours des formes empoullées pour dire autre chose. Mais là, je viens de vous montrer concrètement qu'il s'agit de tuer des gens à la fin, de laisser mourir des gens. Bah, on peut pas dire que c'est une bonne chose. Avec ces fameux centres de rétention administrative. Je me suis rendu moi-même pour comprendre comment ça se passait. Et j'ai eu un échange qui m'a beaucoup marqué avec les policiers qui étaient là et qui m'ont montré un local dans lequel il y avait une association dont l'objectif affiché était de faire obstacle à ce que ces étrangers violents et délinquants soient reconduits à la frontière. Autrement dit, Alors en fait, ils sont pas nécessairement violents et délinquants. C'est justement, déjà ça c'est un premier élément. En théorie, c'est le cas. Et puis par ailleurs, je vous l'ai dit, c'est pas faire obstacle à je ne sais quoi, c'est faire appliquer le droit. Donc si Monsieur Wauquiez a un problème avec le droit, c'est le droit qu'il faut changer. Il est député, il peut faire des propositions de loi pour changer le droit. Et puis ensuite, il y a une bataille à l'Assemblée nationale pour savoir s'il a raison, s'il a pas raison. Mais moi aussi, j'ai visité des centres de rétention administrative. Et moi, contrairement à Monsieur Wauquiez, j'ai discuté avec les policiers et avec les associations. Et les associations, justement, ce qu'elles vous décrivent, c'est tous les problèmes d'accès au droit qui existent à l'intérieur de ces centres de rétention administrative. vous avez là des policiers qui font leur job en essayant de faire en sorte qu'on puisse faire sortir de France des gens qui sont violents et dangereux. Et vous avez une association financée par l'État à l'intérieur même du centre qui reçoit chacun de ces étrangers pour voir comment est-ce qu'ils peuvent utiliser une faille dans la procédure judiciaire pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas être conduits à la frontière. Alors, par exemple, ces associations reçoivent aussi les étrangers pour leur permettre d'avoir accès aux soins. Alors peut-être que Monsieur Wauquiez préfère que les gens tombent malades dans les centres de rétention administrative, se rendent malades les uns les autres, avec, des maladies qui sont contagieuses, mais disons que c'est pas, une manière humaine non plus de concevoir, les choses et peut-être que Monsieur Wauquiez aurait dû échanger un petit peu avec les personnes qui étaient placées en rétention administrative aussi, pour avoir un peu des témoignages. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je peux vous raconter, les deux trois témoignages que je vous ai, donnés, tout à l'heure, parce que je trouve que c'est aussi une déshumanisation systématique des gens qui sont placés dans les centres de rétention administrative. Ils sont traités comme des chiffres, ils sont traités comme des gens qui sont des délinquants, des criminels nécessairement et cetera, alors que ça n'est pas, nécessairement le cas et qu'il y a plein de situations où des gens sont placés, en rétention administrative sur la base enfin, en fait, c'est toujours le cas. C'est sur la base d'une décision, encore une fois, administrative, policière, qui les place dans ces centres de rétention administrative et c'est pas un juge qui a défini leur dangerosité ou, la difficulté, qu'ils pourraient représenter, pour, la société française. C'est une décision administrative. Ben, la décision administrative, c'est pas l'état de droit et il va en parler de l'état de droit. Et les policiers me disaient de deux choses l'une. Ou vous pensez que notre mission a du sens, et alors il ne faut pas que l'association soit là. Ou vous pensez que c'est l'association qui a raison, mais alors ça ne sert à rien de nous payer pour faire notre travail et notre métier. Et ils ont raison. Et puis pour finir, je voudrais qu'on prenne un peu de champ sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est à mon avis l'essentiel de ce qui bloque dans notre pays. En fait, depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle les cours suprêmes, ça peut être le Conseil constitutionnel en France, ça peut être aussi Alors là, il va y des aller, cours tels que la Cour européenne des droits de l'homme, prennent des décisions, ce qu'on appelle des jurisprudences, qui aboutissent en fait à nous rendre sans moyens et sans capacité pour lutter contre l'immigration et l'insécurité. Je vais prendre des exemples pour qu'on se comprenne bien. Limiter le regroupement familial, selon ces jurisprudences, c'est pas possible. C'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors, du vote, sur la loi, immigration là, qui avait été faite, la dernière fois, il y avait la volonté à l'intérieur de cette loi immigration de regrouper, de limiter, le regroupement familial et en fait, ce qui a été dit par, le Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait, c'était un cavalier législatif. C'est-à-dire que c'était pas directement le sujet concerné par la loi et que donc il fallait une loi spécifique si jamais, les députés voulaient limiter le regroupement familial. Donc là, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Il ment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un cavalier législatif, c'était pas dans la bonne loi et donc le Conseil constitutionnel a censuré comme il le fait dans un certain nombre de cas. Voilà, ça c'est pour le premier truc. Attendez, c'est pas fini.
Sanctionner des gens qui aident des clandestins, selon ces jurisprudences, ça n'est pas possible. Mettre Alors ça, c'est faux aussi. En fait, il y a, une loi qui existe déjà, qui s'appelle, l'article 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'on appelle le CESEDA, qui dit: «Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros». Donc là, à l'heure actuelle, c'est puni, hein, d'aider quelqu'un à venir en France, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. C'est quand même une peine assez élevée compte tenu de, ce que ça représente. Et puis, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel, ça c'est vrai, c'est sans doute à ça que fait référence, monsieur Wauquiez. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, qui a été, qui fait suite à une question, de constitutionnalité, je ne suis pas sur les détails, techniques, mais qui a consacré le principe de fraternité. Bah oui, les amis, c'est quand même dans la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, et à la fin, faut pas oublier le dernier mot. Et c'est une décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel qui dit que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle et qui dit que de ce principe, il y a une liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. C'est-à-dire que l'article que je vous citais tout à l'heure, est un article qui permet de punir ceux qui font du trafic d'êtres humains, ceux qui sont des passeurs, ceux qui organisent le passage illégalement d'une personne d'un pays à un autre. Et les passeurs, généralement, ils peuvent mettre les gens dans des situations très compliquées en matière notamment de sûreté pour leurs personnes, leurs enfants, leurs proches, etc. Par contre, une personne qui aide quelqu'un, parce que sans aide, cette personne pourrait mourir, par exemple. Ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a des gens qui essayent de traverser la frontière par les montagnes et qu'ils se retrouvent pris dans le froid, la neige, ils peuvent mourir de froid. Bah là, quand il y a une personne qui vient aider, y compris à passer sur le territoire français, bah, il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Eh bien, le Conseil constitutionnel a juste considéré que c'était normal de sauver des gens qui étaient menacés de mort. Bah, je sais pas si on peut. Enfin, monsieur Wauquiez considère peut-être que c'est pas bien et qu'il vaut mieux laisser mourir les gens dans la montagne ou dans la mer. Mais ma foi, moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Si c'est ça sa position, je suis pas d'accord avec ça. en place des peines automatiques contre des délinquants, ça n'est pas possible. Expulser systématiquement des terroristes étrangers, pas possible. Prévoir C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, vous avez un article qui est l'article 631-1 du Code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, donc toujours ce CESEDA, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une grave menace pour l'ordre public. Voilà, c'est une décision qui est encadrée parce que vous avez des règles qui existent pour aussi protéger les droits, parce que vous avez un certain nombre d'exemples. J'ai d'ailleurs posé une question à Monsieur Retailleau sur le sujet assez récemment. Vous avez un certain nombre d'exemples où des gens sont accusés d'être des terroristes alors qu'ils ne le sont pas. C'est ce qui est arrivé, par exemple, vous irez voir ma question à Retailleau sur le sujet, mais c'est arrivé notamment à une nounou qui a été assignée à résidence pendant 2 mois, alors qu'elle était nounou, quoi, elle n'était pas terroriste. En fait, il y avait une erreur, c'est-à-dire que son, numéro de téléphone qu'elle avait perdu, abandonné parce qu'elle avait changé de numéro de téléphone, était utilisé par quelqu'un d'autre qui publiait sur un compte TikTok des contenus, à caractère, de soutien au terrorisme, et cetera. Et en fait, c'était cette personne-là qui avait utilisé le numéro de téléphone qui était coupable de, la valorisation des actes terroristes qui est punie. Mais la nounou, elle avait juste changé de téléphone, en fait, mais c'est elle qui a été assignée à résidence parce que c'est elle dont le numéro de téléphone, correspondait. Donc vous voyez, il peut y avoir des fausses accusations. Donc c'est pour ça que c'est encadré, c'est pour éviter qu'il y ait effectivement des expulsions automatiques, parce que si une simple décision administrative vous permet de dire cette personne, il y a un risque terroriste et donc on doit l'expulser, et que vous n'avez pas d'encadrement de ça, bah là pour le coup vous êtes dans un arbitraire d'un niveau assez considérable. Je rappelle aussi que Mathilde Panot, présidente de mon groupe parlementaire, et Rima Hassan, députée européenne maintenant, mais ce n'était pas le cas à l'époque où on était en campagne, elles ont été accusées d'apologie du terrorisme et convoquées devant la police. Hein, je le rappelle, pour rappeler à celles et ceux qui potentiellement ont soit un petit peu confiance dans les insoumis, soit se disent que quand même il y a des accusations qui sont quand même un petit peu particulières et qui sont faites pour être infamantes avec les insoumis, que c'est déjà arrivé que nous-mêmes on soit accusés d'apologie du terrorisme. Donc vous voyez que bon, on n'en est plus au respect de l'état de droit dans notre pays. Et justement, bah, l'état de droit, c'est un de ces sujets
à M. Wauquiez. Autrement dit, toutes ces jurisprudences ont mis en place un carcan dans lequel le mot d'ordre, c'est ça n'est pas possible. Le résultat, c'est qu'on est devenu impuissant et inefficace, et qu'en plus, on a vidé de sa substance le débat politique. Alors moi, ça me fait rire parce que c'est les mêmes qui disent, quand on dit ouais, il faut imposer plus fort les riches, ils disent c'est pas possible, ils vont s'en aller. Ah, c'est pas possible. Ah, le c'est pas possible, Laurent Wauquiez, il aime pas, sauf quand c'est lui qui le dit. Alors, certains vont dire, ah oui, mais c'est toute la noblesse de l'état de droit. Et si vous êtes Ah, contre l'état de droit, vous êtes contre la démocratie. C'est un mensonge. Et il faut le dénoncer. La Suisse n'a hop pas... là, hop là, boum. Allez, hop là. Si vous êtes contre l'état de droit, vous êtes contre la démocratie. Alors, c'est vrai que l'état de droit, c'est les règles juridiques et la hiérarchie des normes qui est mise en place, en théorie, hein, dans un cadre démocratique par le peuple ou ses représentants. Le peuple élit des gens qui mettent en place des lois qui vont dans le sens de l'intérêt général. C'est la théorie, hein, Monsieur Wauquiez, je ne suis pas sûr qu'il ait toujours voté dans le sens de l'intérêt général. Mais la théorie, c'est ça. Et donc, ben, si l'état de droit, on met en place des règles, il y a des hiérarchies, et puis tout en haut des principes, on dit qu'il y a des principes qui sont des principes inaliénables, fondateurs, sacrés d'une certaine manière, auxquels on ne peut pas toucher, et on met en place des garde-fous pour vérifier que les lois qui sont en dessous correspondent bien à ce qu'on a dit qui était tout en haut et aux principes. Et vous allez voir ce que dit Monsieur Wauquiez, c'est extrêmement choquant. de Cour suprême qui viennent sanctionner des lois. Les Pays-Bas n'ont pas de système comparable. Au Danemark, je crois qu'au cours des 150 dernières années, il y a seulement une loi qui a été écartée par un juge. Nous, en France, on cherche à nous faire croire que pour que ce soit une démocratie, il faut qu'on accepte que, habituellement, des cours suprêmes, parfois très idéologisées, je rappelle que Laurent Fabius, Premier ministre socialiste et président du Conseil constitutionnel français, qui applique une conception de l'état de droit qui est complètement politisée, devrait être incontestable et incritiquable. Parce que l'état de droit en France, c'est destiné à protéger les citoyens. C'est pas destiné à nous rendre impuissants face à l'immigration et l'insécurité. On est parti d'un état de droit qui était destiné à assurer la sécurité et protéger les citoyens français pour arriver à un état de droit qui finit aujourd'hui par sacraliser les droits individuels des délinquants et des clandestins. La deuxième... Alors, en fait, n'importe quoi. L'état de droit protège effectivement les droits et libertés individuelles et collectives. À l'intérieur de ces droits, il y a un droit qui s'appelle la sûreté. Monsieur Wauquiez nous parle de la sécurité. La sécurité, c'est une toute petite partie de la sûreté. La sécurité, c'est la conservation de votre intégrité physique. C'est-à-dire que personne ne peut venir vous agresser, vous blesser, vous tuer. Ça, c'est votre sécurité. Mais la sûreté, ça regroupe ce principe, celui de la sécurité physique, mais un autre principe qui est, accrochez-vous, la garantie de vos droits. Donc la sûreté regroupe le fait qu'on ne s'en prenne pas à vos droits, que vous soyez français, étranger, etc. C'est pas le sujet. La question, c'est vos droits doivent être garantis. Et dire ça, c'est pas dire que quand un étranger, par exemple, commet un acte délictuel ou criminel, il ne doit pas être puni. Bien sûr que non. C'est l'inverse. Il doit être puni par les mêmes règles que celles qui existent pour les autres. Vous commettez un acte délictuel ou criminel sur le territoire de la République française, que vous soyez français ou étranger, vous devez être puni suivant les mêmes lois. C'est la logique même, puisque vous le commettez sur le territoire de la République et que la République dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bah, vous avez les libertés, les droits, et puis quand vous ne respectez pas la loi, vous devez être puni. Les gens comme M. Wauquiez ou comme Mme Le Pen, ils disent qu'il faut expulser les délinquants étrangers. Bah, excusez-moi, mais si jamais il y a quelqu'un qui a commis un acte délictuel ou criminel dans votre pays, la logique veut qu'il soit condamné dans votre pays. Quand il y a quelqu'un qui commet un crime, si vous le renvoyez chez lui, dans son pays d'origine, si c'est un étranger qui a commis un crime et que vous le renvoyez dans son pays d'origine, il n'est pas puni pour son crime. Il est renvoyé dans son pays d'origine. Mais il a commis un crime, donc il doit bien être puni pour son crime dans le pays où il a commis le crime. Vous voyez, cette logique qui finalement revient à essayer de faire une différence entre les étrangers et les Français, eh bien, elle revient in fine. Si on suit la logique de M. Wauquiez jusqu'au bout, elle revient in fine à avoir une destruction de l'état de droit, contrairement à ce qu'il affirme, une destruction de l'état de droit, c'est-à-dire que vous n'avez plus les mêmes règles qui s'appliquent pour tout le monde, quelle que soit votre situation personnelle. Et c'est lui qui est dangereux. Voilà, donc sur ce sujet-là, eh bien, M. Wauquiez, encore une fois, raconte à peu près n'importe quoi. La deuxième raison pour laquelle c'est une profonde dérive, c'est que dans notre pays, la loi, c'était sacré. C'était la conception de Montesquieu, et c'était aussi la conception du général de Gaulle, qui, quand il crée la Ve République, a comme vision très simple, le peuple français, c'est la seule Cour suprême en France. Alors,
Alors en fait là, il parle de la question de la souveraineté, mais en réalité le peuple français, il a toujours la possibilité d'ailleurs c'est aussi des principes de 1793, des principes avec lesquels monsieur Wauquiez n'est d'ailleurs pas tout à fait d'accord, mais un peuple a normalement le droit de revoir et de modifier sa constitution et ça fait partie des possibilités du peuple français. Si jamais il est plus d'accord avec, les lois, qu'il a édictées comme étant des lois au-dessus des autres et comme, son système d'organisation et de valeurs, bah, il a la possibilité de les changer. Mais par contre, dire que, des lois ne doivent pas respecter les lois suprêmes, bah là, pour le coup, c'est sortir totalement de l'état de droit. Je vous finis pas, le reste de la vidéo de monsieur Wauquiez parce qu'ensuite il part dans des délires historiques. Je pourrais, mais en réalité, il parle de trucs qui sont pas si intéressants que ça. Je voulais quand même, répondre sur l'ensemble, de ces sujets. C'est une vidéo qui était un peu longue. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que c'est un nouveau type de vidéo, donc si ça vous intéresse, faut me le dire. Si ça vous intéresse pas, eh bien, faut me le dire aussi. Et puis, ma foi, eh bien, je vous retrouverai, très prochainement pour l'actu politique de la semaine. Donc toutes les semaines, une vidéo sur ma chaîne YouTube le samedi à 9h30 où je fais le point sur l'actu politique et ce qui m'a intéressé cette semaine. À bientôt, à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Salut tout le monde!